Mais avant cela, cette matinée est placée donc sous le signe de l'innovation frugale. Voilà, puisque vous êtes tous finalement avec des âmes d'intrapreneurs. Je vous donnerai des clés pour innover avec peu de moyens tout à l'heure, juste après l'intervention de Navi Radjou, que je laisse Elisabeth présenter. Présenter avec bonheur, tu devrais dire. En effet, je suis ravie d'accueillir Navi, ça rime, qui est déjà intervenue à Noé pour parler d'innovation frugale à l'époque lointaine où Noé était en live. L'innovation frugale, cet art de la débrouillardise qui est aussi une stratégie pour faire mieux avec moins. Navi a écrit 2 livres fameux et que je vous conseille sur ces sujets. Il a passé 25 années à aider les entreprises à se transformer et il veut dédier les 10 prochaines années de sa vie vous allez voir, rien que ça, à transformer nos modèles économiques et sociétaux, mais aussi nos schémas mentaux. Il prépare notamment un nouveau bouquin qui paraîtra en 2021 qui s'appellera La société consciente, un livre qui va plaire à Thomas Danzambourg aussi, en plus de nous plaire à nous. Et ce livre sera un manifeste pour co-construire une société éclairée, pour régénérer simultanément les individus, les communautés et la planète. Aujourd'hui, Navi va nous expliquer comment on peut passer de l'innovation frugale à ce qu'il appelle désormais l'économie frugale et qui est avant tout, me semble-t-il, un manuel de survie pour les entreprises et les marques sur une planète aux ressources finies. Merci Elisabeth pour cette belle introduction. En effet, bonjour tout le monde. Je sais que vous avez une semaine bien chargée. Donc, je vais prendre 25 minutes pour expliquer comment ce concept d'innovation frugale que j'avais présenté il y a quelques années à Evian pour justement vous introduire à cette idée de faire plus et mieux avec moins. Mais aujourd'hui, je vais essayer d'aller plus loin que l'innovation frugale, vous expliquer comment en fait on est en train de voir cette émergence de ce que j'appelle une économie frugale qui est vraiment, à mon avis, une façon de revitaliser, reconstruire le capitalisme pour le rendre plus inclusif et aussi plus durable et régénérateur. Et donc, je vais d'abord passer quelques minutes à vous faire un résumé en fait de ce concept d'innovation frugale qui s'est décliné à travers mes 2 premiers livres qui s'appelaient Innovation Jugaad, qui est une forme de débrouillardise, système D si vous voulez, et puis mon livre, le guide de l'innovation frugale qui est sorti l'an dernier, qui identifie en fait 6 principes que vous pouvez mettre en place dans votre entreprise pour faire mieux avec moins. Mais de façon synthétique, je dirais que ces 2 concepts, en fait, si je dois traduire ça un peu en français, parce que Jugaad, c'est un mot en hindi, c'est en fait une combinaison de, j'appelle ça la résilience transformative. D'ailleurs, je fais un événement vendredi soir, si ça vous intéresse, sur ce concept de résilience transformative, qui est une combinaison de résilience et de l'ingéniosité et de la frugalité. Alors concrètement, c'est quoi? C'est un peu antinomique avec l'état d'esprit français où en France, on a tendance souvent à se plaindre parce qu'effectivement, on voit toujours le verre moitié vide. Et en fait, la définition de stress, c'est qu'en fait, on perçoit un manque de ressources, un manque de moyens, quelque chose, j'ai envie d'avoir quelque chose, je ne l'ai pas. Et ça crée une frustration qui conduit ensuite à un stress. Et donc, l'idée, c'est de dire, voilà, au lieu de se plaindre que je n'ai pas X ou je n'ai pas une situation sous contrôle, comment je peux identifier, valoriser, célébrer, partager ce que j'ai déjà. Alors, de façon très concrète, parce qu'on est, Elisabeth a dit en mon introduction, c'est qu'effectivement, dans un monde de ressources finies. Alors, le problème actuellement, c'est que ce qui se passe, c'est qu'on parle beaucoup de technologies qui nous permettront d'aller chercher de nouvelles ressources, par exemple des terres rares qui s'amenuisent, donc il faut aller chercher de nouvelles terres rares. Donc, on est en train d'aller chercher de nouvelles ressources tangibles, que ce soit l'argent, l'énergie ou nouvelles technologies, qui finalement sont tarissables. C'est un fait. Donc, au lieu de se dire, oh là, mais où est-ce que je vais aller trouver de nouvelles ressources tangibles? L'idéal, ce serait de dire, voilà, comment je peux réutiliser de ressources dont je dispose déjà en abondance, que ce soit des ressources humaines, que ce soit l'ingéniosité, l'empathie, résilience, ou des connaissances, l'expertise qui existe dans mon organisation, écosystème, le capital social dans nos communautés, même le data. Le data aussi, c'est l'or, c'est le pétrole du XXe siècle. Donc, comment je peux valoriser des actifs et de ressources dont je dispose déjà ou dans mon écosystème? Donc, l'idée, c'est d'aller, non pas à la quête de nouvelles sources de ressources, mais plutôt de réutiliser des ressources que vous avez déjà. Alors, par exemple, dans les pays émergents, on voit beaucoup de cet état d'esprit en action. Par exemple, il y a des millions de bébés qui sont nés prématurément à travers le monde. En Occident, on les garde dans des incubateurs qui coûtent 20 000 $.
Et 5 entrepreneurs en Inde ont conçu une couveuse qui s'appelle Embrace, qui effectivement ne ressemble pas à un incubateur, et pourtant a déjà sauvé 300 000 bébés, et ça coûte uniquement $200. Donc 1% donc, du coût des incubateurs classiques. Donc l'idée, c'est de dire, bon, je ne me plains pas que je n'ai pas un incubateur traditionnel, parce que je vais inventer quelque chose qui est complètement différent et en même temps peut avoir un impact social très important. Pareillement, dans le domaine de l'énergie, on voit par exemple Harish Shande, qui est un entrepreneur social en Inde, qui a apporté l'énergie solaire à 200 000 foyers dans les villages les plus reculés en Inde. Pareil, au lieu de se dire, je n'ai pas une grille électrique traditionnelle où je peux plugger ces villages-là, ben, je crée une nouvelle solution. Et je sais qu'Angie fait partie de Noé, donc cette idée, ce qu'on appelle la décentralisation de la production d'énergie, c'est un grand concept, c'est une grande tendance qui s'est déjà amorcée dans les pays du Sud, mais potentiellement va arriver peut-être en Europe aussi dans les années à venir. C'est déjà le cas au Suède. En Suède, ils sont déjà là, même en Allemagne. Voilà, donc ensuite, ce qu'on voit, c'est que les entreprises occidentales s'inspirent aussi de cet état d'esprit frugal, en particulièrement réutilisant des technologies et des plateformes existantes. C'est le cas de Renault, qui a développé une nouvelle plateforme de voitures en Inde avec 3 fois moins de budget R&D et qui a permis de lancer la Kwid, une voiture pour $4 000. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réutilisé la même plateforme qui a été utilisée pour développer ce modèle pour lancer l'an dernier une voiture électrique à $9 000 en Chine et potentiellement va peut-être être lancée sur le marché européen aussi. Donc, vous voyez, ça, on voit déjà, c'est le fait que les entreprises occidentales comprennent qu'il faut apprendre à réutiliser, recombiner, revaloriser des ressources, que ce soit des ressources comme technologie ou des plateformes. Et un point essentiel ici, c'est de dire, voilà, il y a eu une émission hier, je crois, sur France 3 sur le low-tech. En fait, l'innovation frugale, en fait, couvre un spectrum complet qui va du low-tech, comme la couveuse de $200, mais ça peut aussi être très high-tech, qui nécessite beaucoup de technologie. C'est le cas de Kernel Computing, qui a été lancé par Paul Benoît, vous êtes familier, c'est un ingénieur polytechnicien. Et c'est intéressant parce que les ingénieurs, en général, vous savez, les processeurs dans un ordinateur, ça génère la chaleur. Ça s'appelle la chaleur fatale, parce qu'effectivement, ça peut bousiller les processeurs. Donc, on essaie de se débarrasser de cette chaleur-là, comme un ennemi. Alors que Paul a eu cette idée ingénieuse de dire, ben justement, la chaleur n'est pas fatale, elle est utile. Et donc, il a créé des radiateurs numériques. Il récupère la chaleur des processeurs pour faire chauffer les maisons. Vous voyez? Donc, rien ne se gaspille, tout se réutilise, quoi. Hein? Donc, mais le point ici, c'est de dire, effectivement, c'est de recadrer les problèmes comme une solution, mais aussi se dire, finalement, le high-tech n'est pas incompatible avec la frugalité. Alors, effectivement, là, vous voyez un exemple hybride de low-tech, high-tech, en ce sens que c'est l'exemple d'un docteur et un entrepreneur en Italie qui ont adapté un masque de plongée Decathlon en respirateur, parce qu'il y a eu dans la région de Lombardie en Italie, qui a été gravement affectée par la COVID, il y avait un manque de respirateurs. Donc, ils ont réutilisé, réadapté avec un système D, le masque de plongée en respirateur. Mais il faut savoir qu'il y a un élément high-tech. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé l'impression 3D pour créer un composant qui permet cette adaptation. Et donc, effectivement, vous voyez là une forme hybride d'innovation frugale qui combine le low-tech, enfin un produit existant, avec du high-tech pour ajouter la valeur à ce produit-là. Donc, posez-vous la question, pourquoi pas? Vous savez, les enfants se posent la question toujours. D'ailleurs, ça nous ennuie beaucoup, mais pourquoi pas, quoi? Donc, c'est ce qu'on appelle la pensée latérale. Vous voyez, c'est comme MacGyver, quoi. Vous voyez, MacGyver, il voit un objet, il voit dans sa tête, il y a 10 000 applications possibles. Nous, on est fixe comme adultes. On voit une seule application, on dit, voilà, ça, c'est uniquement pour voir, ça, c'est uniquement pour communiquer, vous voyez. Donc, on voit des applications dédiées à des produits. Donc, l'idée, pensée latérale, c'est de dire, non, finalement, pourquoi pas utiliser un masque de plongée comme respirateur? C'est la pensée déviante. Alors, cette pensée déviante et frugale va vraiment nous être utile cette année et surtout l'an prochain avec la crise qui s'annonce de façon durable. Voilà, donc, moi, je pense que cette crise, c'est une très belle opportunité de remettre à plat notre modèle capitaliste et de co-construire une nouvelle économie que j'appelle l'économie frugale, qui est en train d'émerger, qui est déjà présente, à mon avis, et qui est co-construite par des citoyens et des entrepreneurs engagés
Et le purpose, le sens de cette économie frugale, c'est d'aider à tous les citoyens de vivre mieux en optimisant toutes les ressources. Pas nécessairement en minimisant l'usage de ressources, vous verrez pourquoi, mais aussi en optimisant toutes les ressources. Et cette économie frugale s'appuie sur 3 grands piliers que je vais donc élaborer maintenant. Le premier pilier, c'est le partage inter-entreprise. Le deuxième pilier, c'est la production décentralisée. Et le troisième pilier, c'est ce que j'appelle la triple régénération. Alors, comme on va avoir un temps limité aujourd'hui, je recommande de lire cet article qui est paru dans MIT Sloan Management Review, qui va plus en détail sur ce concept-là. Mais comme on a peu de temps, je me suis dit je vais juste prendre quelques minutes pour vous donner un aperçu de ces 3 piliers-là. Alors, le partage inter-entreprise, ça me fascine beaucoup parce que vous vous rappelez que la dernière crise économique financière en 2008 a catalysé le lancement de l'économie de partage entre particuliers. Airbnb, Uber sont tous les deux nés autour de 2008. Donc, parce que les milléniaux voulaient justement, c'est l'économie de fonctionnalité. Ils voulaient avoir accès à un produit comme service sur demande et non pas l'acheter, le posséder. Et de la même façon, on va voir avec cette crise-là, la montée d'une économie de partage inter-entreprise où les entreprises, comme les particuliers, peuvent partager le actif et les ressources. Et il y a des plateformes, et c'est le mot-clé, il va y avoir des Uber, comme on parle. Vous vous rappelez, dans la génération, on avait peur qu'on va se faire amazonifier, je ne sais pas comment on dit en français, en anglais on dit déjà Amazonize, Amazon. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir des Uber dans plein de domaines B2B. Par exemple, dans le domaine de la santé, aux Pays-Bas, il y a une plateforme qui s'appelle Flow2 qui permet aux hôpitaux de partager, de mutualiser, mais surtout de partager l'équipement médical. Ça permet à un patient qui se pointe dans une clinique, le scanner est occupé, il peut tout de suite dispatcher dans une autre ville, peut-être pas une ville, mais un autre quartier, où il y a un hôpital qui a un scanner disponible. Donc, ça permet de garder tous les actifs utilisés de façon optimale et en même temps, effectivement, améliorer la qualité des clients et des patients aussi. Donc, on voit ça se développer non seulement dans le domaine de partage des actifs physiques, mais même du personnel. Par exemple, durant la crise, Accenture a lancé une plateforme qui s'appelle People and Work Connect, qui permet aux personnes, c'est en fait une plateforme de partage d'employés entre employeurs. Donc, quand quelqu'un est licencié dans une entreprise, on peut rapidement, ça utilise l'intelligence artificielle, de trouver tout de suite une position pour cette personne dans une autre entreprise qui fait partie de ce réseau-là. Donc, ça promeut effectivement, ça combat la précarité économique et sociale de ces individus-là. Et donc, voilà, ça c'est le partage inter-entreprise. Et je suis en train d'écrire un article justement avec un framework qui va permettre, et je sais que Utopia a aussi publié un article là-dessus, vous pouvez consulter. Pour moi, ça va être fascinant. Ça va être, parce qu'en fait, le capitalisme, vous vous rappelez, a été bâti sur la compétition. Donc là, on va avoir une nouvelle forme de capitalisme qui se base sur la coopération, qui va être très excitant. Mais ce qui m'intéresse de partager, c'est voir comment aller plus loin dans le partage et partager les connaissances, la propriété intellectuelle, parce qu'on est quand même dans une économie de services, quoi, dans une économie de connaissances. Et là, j'ai un très bel exemple qui vient de l'Inde, qui s'appelle Digital Green, qui permet effectivement aux agriculteurs de partager les bonnes pratiques entre eux. Alors, comment ça se passe? Et souvent, la majorité, ce sont des femmes qui gèrent ça, cette plateforme. Donc, elles vont filmer des bonnes pratiques agricoles et ensuite, elles les éditent et les mettent sur une plateforme qui est un peu comme un YouTube et American Idol, quoi, où les gens peuvent voter sur les bonnes pratiques. Et surtout, les ONG peuvent repérer ces bonnes pratiques et les adapter dans une autre région. Donc, une solution qui a été prouvée dans une région peut être répliquée dans une autre région avec l'aide des ONG. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que la Banque mondiale, et ça ne s'est pas trop médiatisé, mais en 2003, la Banque mondiale a publié ce livret en disant que si en Inde, et je crois que ce sera la même chose en France, si on arrivait à partager les bonnes pratiques et les connaissances au sein d'un pays, on peut augmenter le PIB de ce pays-là de 2%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au XXe siècle, le pouvoir, c'était la connaissance. Au XXIe siècle, c'est le partage de la connaissance qui va être source de pouvoir. Donc, ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, production décentralisée. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est en train d'aller d'un modèle de production centralisée à des grosses usines en Chine, vous savez, qu'on produisait en masse,
un modèle de production décentralisé avec des micro-unités de production, avec l'impression 3D, la production additive. Il est possible effectivement aujourd'hui de produire au plus près du point de consommation. On le voit par exemple dans des zones sinistrées, durant les cyclones ou les feux en Californie, par exemple, dans les forêts. Ça permet effectivement à ces communautés locales d'autogénérer leur propre électricité en utilisant ce qu'on appelle des microgrids. Et c'est le cas que ce soit au Bangladesh, durant les cyclones, ou comme j'ai dit, dans des réserves d'Indiens d'Amérique, en Californie, qui souffrent actuellement, vous savez, des feux dans les forêts. Donc, ça permet de donner l'autonomie à ces communautés-là et permettre effectivement d'autogénérer eux-mêmes leurs propres ressources énergétiques. Mais ça va plus loin parce que je crois que l'impression 3D va aussi permettre ce que j'appelle la fabrication personnalisée, qui va créer un contre-levier, un contre-pied à la production classique, modèle capitaliste, qui était grande quantité, petite variété, parce que c'était la production de masse, et pas vraiment de grande valeur. Voilà. Alors que là, on va assister, c'est le cas par exemple des plateformes 3D en Inde qui s'appelle Imaginarium, qui permet justement aux artistes, aux orfèvres par exemple, de concevoir des bijoux d'une grande beauté qui peut uniquement révéler sa beauté en étant fabriqué en 3D. On ne peut pas le faire manuellement. Vous voyez. Donc, ça révèle sa beauté en étant imprimé en 3D. Donc, le point ici, c'est que quand on parle de régénération, qui est un concept à la mode actuellement, il faut comprendre qu'il faut régénérer non seulement la biodiversité écologique, mais aussi la biodiversité culturelle. Et c'est pour ça que je donnais cet exemple, parce que je pense que c'est important de garder en esprit, on va discuter bientôt, l'importance de régénérer les individus, mais aussi la culture en même temps. Et cette idée d'économie de proximité dont on entend parler par exemple en France avec le pari du quart d'heure ou à Melbourne avec les quartiers de 20 minutes, qui permet aux citoyens d'avoir accès aux biens et services de base de façon rapide, très proche de là où ils vivent. Ça aussi, ça s'inscrit dans cette idée de production décentralisée qui permet effectivement d'amener l'offre aussi proche que possible de la demande. Et finalement, pour conclure, le troisième pilier que je vais citer, qui est, à mon avis, très proche de votre cœur, c'est l'idée de la régénération, mais je vais mettre la barre plus haute en parlant de triple régénération. Alors, tout d'abord, c'est quoi la régénération? C'est le fait qu'aujourd'hui, 2020, c'est l'année charnière où on va voir un changement dans les termes qu'on va utiliser. On a longtemps parlé de l'entreprise durable qui consiste effectivement à faire moins de mal à la planète en, par exemple, réduisant l'empreinte carbone, en appliquant les principes de l'économie circulaire qui, certes, apporte des gains de performance économique et aussi peut avoir un impact écologique, pas vraiment social, écologique assez important. Mais là où on s'oriente maintenant, c'est vers une entreprise régénératrice qui intentionnellement et consciemment essaie de créer un impact positif à la fois sur la société, je reviens à ça, société, pas que la planète, mais aussi bien sûr la planète. Donc l'idée, c'est vraiment comment je peux consciemment faire plus de bien et non pas juste faire moins de mal. Et attention, ce graphique, je pensais ce matin, vous voyez la façon dont je l'ai présenté, c'est additif. Ça ne veut pas dire que j'arrête de réduire l'empreinte carbone, mais l'idée, c'est que ce n'est pas suffisant. Vous voyez, c'est le minimum, c'est en bas, mais il faut ajouter une couche au-dessus. Donc, ce n'est pas contradictoire, hein, ce n'est pas antinomique. C'est l'idée, c'est une évolution en fait, hein, ce n'est pas une destruction, ces deux concepts. Et surtout, pourquoi le faire? Pourquoi le faire? Parce que selon un sondage américain quand même, hein, capitaliste, 80% des consommateurs américains préfèrent des marques qui se concentrent sur la régénération et non pas la durabilité parce qu'ils trouvent le terme durabilité trop passif. Ils veulent vraiment que les marques soient beaucoup plus engagées et essaient de créer effectivement un impact positif sur la société et la planète. Et une entreprise qui est en train de devenir une référence dans ce domaine-là, c'est Interface, un leader mondial de revêtement de sol, dont le fondateur Ray Anderson, dès le départ, en 1994, s'est fixé l'objectif de devenir une entreprise régénératrice. Alors, effectivement, comme vous allez entendre Anne aussi bientôt de Danone, c'est-à-dire qu'il
ils ont quand même, ça fait 94, c'est quand même 25 ans, il y a 25 ans, ils ont commencé ce voyage. C'est une épopée, hein, ce n'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain, mais ils ont commencé avec le développement durable, avec un projet qui s'appelait Mission Zéro, qui était de réduire l'empreinte carbone à zéro. Et après 25 ans, ils ont atteint cet objectif-là, mais ils ne restent pas sur le laurier, ils ne se reposent pas sur le laurier. Ils veulent effectivement dire, c'est bien, on a réduit l'empreinte carbone de 74% depuis 1996, c'est sympa, mais on va aller plus loin. On veut en fait maintenant inverser la courbe de réchauffement climatique. Et pour ce faire, ils sont lancés dans un nouveau programme de régénération qui s'appelle Climatic Bank, qui se repose sur 4 piliers, dont un m'intéresse beaucoup, ça s'appelle aimer le carbone. C'est vraiment effectivement recadrer le carbone, non pas comme un problème. Vous vous rappelez, comme Paul Benoît, la chaleur fatale, le carbone, ce n'est pas négatif, au contraire, c'est une ressource. C'est comment valoriser le carbone. Alors, avant de donner un exemple sur comment ils valorisent le carbone, je vais montrer quelque chose d'autre qui est beaucoup plus intéressant, c'est de dire que finalement, régénération s'appuie sur le biomimétisme et la nature, on sait, elle est très généreuse. Elle donne plus qu'elle en prend. Donc, l'idée, c'est de construire, par exemple, des usines comme des forêts, comme Interface l'a fait tester en Australie et qui sont en train d'implémenter à Georgia, aux États-Unis. L'idée, c'est de créer une entreprise vertueuse qui offre jusqu'à 20 services écosystémiques à son environnement. Ça peut être de l'eau potable qui est générée comme dérivé de le processus de fabrication ou l'excédent, l'énergie propre qui est distribuée aux PME locales, etc., etc. Donc, c'est vraiment créer une entreprise qui est vertueuse et qui est symbiotique en apportant la valeur positive pour la communauté locale. Mais pour revenir à cette idée de carbone, ben, en fait, il y a 2 semaines, ils ont lancé le premier carreau de tapis au bilan carbone négatif qui capte plus de carbone durant son cycle de production, donc de l'extraction des matériaux jusqu'à la fin du cycle de production qu'il en émet. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle donc carbone négatif. L'idée, effectivement, c'est ne pas juste réduire l'empreinte carbone, mais proactivement essayer d'enlever autant que possible du carbone de l'atmosphère à travers ces produits-là. Alors ça, c'est sympa, c'est la régénération écologique. Mais je vais conclure quand même, je vais aller un peu vite, désolé, mais parce que j'ai un peu de temps, je vais m'assurer qu'il y a suffisamment de questions, du temps pour questions-réponses. Mais où la France peut vraiment mettre, et je crois que vous, en tant qu'auditeur de ce programme, et je suis un peu chauvin en disant ça, mais le problème, c'est que les mondes anglo-saxons voient la régénération uniquement sous l'angle écologique. Mais je crois qu'avec la France, on peut aller plus loin. On peut dire finalement, pourquoi pas parler de la triple régénération qui vise à revitaliser à la fois, en anglais, ça sonne mieux, les 3 P, hein, People, Places, Planet. J'ai enlevé profit, hein, parce que pour moi, profit, ça en découle tout seul. Mais je veux valoriser deux éléments importants qu'on ignore. C'est le people, les gens sont vraiment déprimés, il faut donc revitaliser sur le plan physique, mental, matériel, spirituel. Les lieux, ce n'est pas communauté, ce terme c'est sympa, non, non, les gens sont attachés dans un monde virtuel, les gens sont attachés à des lieux physiques, donc les places vont prendre de l'importance, et puis il y a la planète bien sûr, mais faire ça de façon holistique et intégrée. Alors, 2 bonnes pratiques, je dis ça parce que Danone fait partie de Noé, mais parce que c'est vraiment, pour moi, j'adore cet exemple, non seulement parce que Danone, mais le concept derrière, l'idée de l'agriculture régénératrice, c'est vraiment l'exemple par excellence de la triple génération. Pourquoi? Parce que ça permet effectivement simultanément de revitaliser les personnes, les communautés et la planète. Pourquoi? Parce que ça permet tout d'abord d'enrichir le sol agricole, améliorer la biodiversité, améliorer le bien-être des animaux. En même temps, ça permet de séquestrer le carbone. Et finalement, ça permet aux agriculteurs d'augmenter le rendement tout en minimisant les ressources, hein, les entrants, comme on appelle. Et en même temps, bien sûr, un sol avec plus de vitalité produit aussi des aliments nutritifs à grande valeur qui aussi sont bons pour nous, les consommateurs. Donc, ça permet effectivement de régénérer à la fois le consommateur, les fournisseurs, et la Terre, et la planète, et même les animaux. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est un excellent exemple de la triple génération. Alors ça, c'est le domaine des producteurs de biens de consommation. Mais on voit aussi beaucoup de distributeurs aussi hein, qui commencent à se lancer dedans. C'est le cas de Marks & Spencer en Angleterre, qui a ce programme qui s'appelle le Plan A, qui vise aussi la triple génération parce que ça vise à augmenter, améliorer le bien-être de 10 millions de personnes, adopter, comme ils appellent, 1000 communautés pour les améliorer, particulièrement les communautés avec des citizens seniors, par exemple, ou qui souffrent d'une dégradation économique.
Et puis, bien sûr, ils s'engagent aussi dans l'agriculture régénératrice pour justement régénérer la planète. Alors, tout ça pour dire quoi? C'est pour ça se dire que moi, j'adore l'économie circulaire. Ok, moi, depuis le départ, j'étais un grand fan de ce concept. Mais ce que je vois actuellement, c'est que le capitalisme l'a hijacké, ce concept, en créant, en ayant un objectif très modeste qui consiste à dire on vise zéro déchet. Et mon message, c'est que visons plus haut que ça. Okay? Donnons du sens à la durabilité qui va au-delà du zéro déchet et utilisons peut-être, les anciens Grecs parlaient des transcendentaux, qui étaient donc la vérité, beauté et bonté, qui sont des qualités suprêmes de notre être, notre being. Et l'idée, c'est effectivement de construire une économie régénératrice qui serait le socle de ce que j'appelle une société consciente, dont la mission est de simultanément contribuer au développement humain et à l'inclusion sociale. Donc, quelque part, pour moi, l'écologie, ce n'est pas que ça doit disparaître, désolé de dire ça, mais c'est un peu l'écologie inside, vous savez, comme Intel Inside, quoi. Aujourd'hui, c'est sur le devant, mais ce que j'aimerais, c'est que ça devienne quelque chose d'imbriqué dans tout ce qu'on fait, mais qui essaie en fait, comme mission, de contribuer au développement humain, l'inclusion sociale. Alors, deux exemples concrets de comment le faire, c'est de dire finalement, au lieu de voir uniquement durabilité comme un objectif fixe, il faut commencer à associer durabilité avec autre chose. Par exemple, durabilité, et c'est un néologisme que j'appelle sociabilité, c'est comment créer des liens sociaux et promouvoir l'inclusion sociale. C'est le cas de Rosigo, vous connaissez bien avec La Poste et Suez, qui permet de recycler les déchets de bureau, mais qui permet aussi d'insérer des personnes en difficulté sur le plan économique. Ou l'exemple de Fiam, qui est un fabricant de meubles en verre haut de gamme, qui a récupéré les rébus de verre de l'usine et les a offerts à des jeunes artistes pour qu'ils puissent les sublimer, les surcycler en des très beaux meubles. Donc, mon message, c'est qu'on parle beaucoup de ne pas gaspiller de ressources, mais je crois que la ressource la plus importante, c'est le talent humain. Et c'est pour ça que je vous invite effectivement à considérer comment vous pouvez valoriser et régénérer le talent humain. Donc, pour récapituler, la croissance, à mon avis, pardon, la décroissance, non, la crise, disons, c'est un mauvais mot, décroissance. La crise cette année, à mon avis, c'est une opportunité historique pour vous de vraiment changer vos schémas mentaux, comme Elisabeth m'a introduit, c'est changer le mindset, de dire finalement, voilà, au lieu de me plaindre que je n'ai pas de ressources tangibles, l'argent, matériel, le personnel, comment en fait je peux arriver à valoriser, à partager, mutualiser, célébrer des ressources intangibles dont je dispose en abondance, qui sont des ressources humaines, des ressources sociales, etc. Vous pouvez consulter mon livre pour découvrir ces 6 principes d'innovation frugale pour mettre en place dans l'entreprise, pour justement créer simultanément plus de valeur économique et sociale et écologique avec moins de ressources. Et vous pouvez aussi lire mon article dans Sloan pour mieux comprendre les 3 piliers de cette économie frugale. Le dernier point que je vais conclure, c'est un peu peut-être, vous avez déjà des homework, des devoirs à faire, comme on dit dans ce programme, mais quelque chose, parce qu'on arrive en fin d'année, et c'est quelque chose de très personnel, et je crois que je vais laisser ça avec ce message, c'est que c'est très important de recadrer cette année dans la tête, parce qu'on a été tous traumatisés par cette année. En latin, il y a un terme qui s'appelle annus horribilis, hein, année horrible. Mais je vous invite effectivement dans les semaines à venir de peut-être prendre des notes et essayer de réfléchir, introspecter et se dire finalement en quoi cette année 2020 a été une année mirabilis, une année miraculeuse. Okay? Et c'est important. Si vous ne le faites pas maintenant, le reste de votre vie, ça va rester mémorisé cette année comme une année horribilis. Donc, vous avez quelques semaines, si vous voulez, avec ce qu'on appelle la neuroplasticité, de reprogrammer votre cerveau de sorte que vous enregistrez des mémoires, vous associez des mémoires positives avec cette année. Okay? Donc, voilà. Donc, avec ça, je vais arrêter ici et j'espère qu'on a encore une dizaine de minutes pour les questions. On a encore du temps pour les questions. Merci infiniment, Navi. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises Ray Anderson, que tu as mis en grand à un moment sur une slide, qui est hélas disparu en 2011. Et je trouve l'exemple de l'entreprise Interface, même depuis qu'il est parti, il faut bien le dire, toujours aussi inspirant 20 ans après. Et d'ailleurs, Interface est venu plusieurs fois témoigner à Noé. Donc, merci de les avoir rendus présents cette année encore. Ils sont aussi un peu présents dans les podcasts sur les business models à impact, sur le modèle économique circulaire. On va passer effectivement aux questions. Je vais peut-être
lancer la séquence avec une question de Léo qui porte sur ton premier pilier, le partage interentreprise. Il te demande, est-ce que les assets inutilisés qui sont typiquement à la base d'Airbnb, parce qu'on a des chambres vides, ou de Blablacar, genre, il y a des sont aussi présents. Alors, oui. Euh, Je ne sais pas si tu as bien entendu. En fait, la question de Léo, tu parles d'émergence de l'économie du partage interentreprise, mais est-ce que les assets inutilisés qui sont à la base d'Airbnb, comme les chambres d'amis ou de Blablacar, puisque c'est un siège vide dans la voiture, sont aussi présents dans les entreprises que chez les particuliers? Écoutez, vous venez à Manhattan, je peux vous montrer les meubles, hein, les immeubles. Hein. Enfin, ce n'est pas à cause du Covid, c'est 90% vide. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une 30%, je vais donner un exemple concret. TCS, qui est un des grands géants de services informatiques, ils ont décidé qu'après Covid, 70% de leurs salariés vont continuer à travailler en télétravail, 70%. Et ils ont 300 000 salariés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont des campus géants là qui vont se vider. Et ça, c'est un premier exemple. Hein. Donc, tout ce qui est dans l'immobilier, ça va avoir une révolution à faire. Les magasins, ça va être pareil. Donc, effectivement, je crois qu'il va y avoir beaucoup d'assets qui vont être dispo. Et ce qu'on a vu durant la crise, c'est qu'il y avait un déséquilibre. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça la beauté de ça, c'est que, en fait, il y a, je donne un exemple concret, il y a l'exemple de HelloCare, qui est une plateforme de téléconsultation lancée par deux entrepreneurs français. Et l'idée, c'est qu'en fait, d'un côté, on a des déserts médicaux, hein, et puis de l'autre côté, on a des médecins qui sont sous-utilisés dans des lieux. C'est bizarre, hein, parce qu'on voit toujours des hôpitaux bondés. De l'autre côté, donc l'idée, c'est effectivement de créer un équilibre. Hein, et c'est ça la beauté de ces plateformes, c'est que ça fait un matching entre l'excès et la carence. Vous voyez, et donc, ça, c'est une première façon de voir ça. Deuxième façon de voir ça, c'est que dans l'article que j'ai écrit, je suis en train de rédiger, c'est le fait qu'on va commencer à partager des déchets, des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur, ou comme vous dites, des choses, bon, voilà, on a un siège libre, voilà, un appartement, pardon, un immeuble 50% utilisé, alors pourquoi pas rentabiliser, quoi. Donc, l'idée, ce serait de rentabiliser les actifs sous-utilisés. Ça, c'est niveau 1. Mais ça peut aller plus loin parce que ça, c'est transactionnel. L'intelligence artificielle peut faire ça de façon mécanique, quoi. Mais là où ça va être intéressant, pour aller plus loin très rapidement en point essentiel, c'est l'idée de co-création. Parce que là, on partage des actifs. La pro, regardez, ben, pour moi, Noé, c'est une plateforme B2B. Finalement, vous venez ensemble, pas juste pour faire la transaction, mais pour co-créer des solutions ensemble, partager des bonnes pratiques. Donc, ça, c'est je révèle un peu, c'est une forme de pyramide. Donc, à la base, effectivement, c'est des actifs sous-utilisés. Donc, ça peut être automatisé très vite. Toutes les entreprises vont faire ça parce qu'il n'y a pas de propriété intellectuelle. Donc, voilà, on peut faire. Mais après, au top de ce pyramide, c'est des programmes comme Noé, où effectivement, l'idée, c'est ne pas de rentabiliser les actifs sous-utilisés, mais de façonner de nouveaux marchés, créer de nouveaux modèles économiques, mais de façon synergique. Vous comprenez? Donc, au départ, ce sera très transactionnel, parce que n'oubliez pas que pour l'économie de partage, la monnaie la currency, c'est la confiance. Donc, c'est pour ça que si c'est une question de partager des actifs utilisés, aucun problème. De toute façon, bon, il n'y a pas de secret intellectuel, quoi. Mais une fois qu'on commence à co-créer des choses, comme vous le faites dans Noé, je ne sais pas quelle est l'édition cette année, mais ça fait quand même quelques années qu'on travaille ensemble. Donc, ça permet de créer cette confiance pour arriver là. Vous comprenez? Donc, ça, ce sera un niveau plus avancé de partage interentreprise. On va voir des entreprises qui commencent à partager la propriété intellectuelle, le talent, l'expertise. Interface, concrètement, ceux qui ne vous ont pas dit peut-être, c'est qu'ils sont en train d'envisager de dire comment on peut s'associer avec d'autres entreprises pour partager leurs brevets, leurs bonnes pratiques, pour accélérer la transition écologique, parce qu'ils ne peuvent pas faire tout seuls. Okay? Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir des entreprises pionnières comme Interface qui vont pratiquer le partage interentreprise au niveau des connaissances et des propriétés intellectuelles, parce qu'ils se disent finalement c'est la seule façon qu'on peut accélérer une mutation dans le secteur tout entier.
Je pense que ça répond aussi à la question effectivement d'Annabelle sur les enjeux de propriété intellectuelle, hein, quand on voyait notamment le masque Décathlon. Alors, j'ai une autre question de Nadine. Économie régénératrice, on voit bien les bénéfices, mais peut-on avoir plus d'exemples concrets de comment on y arrive? Alors, comment y aller? Il y a plusieurs façons de répondre à ça. Moi, je dirais que la même façon que l'économie circulaire, il y a plusieurs niveaux de pratiquer l'économie générative, hein. Ça peut être uniquement au niveau du produit, auquel cas on peut utiliser des concepts comme la même façon qu'il y a cradle to cradle. Il y a aussi des concepts similaires, hein, donc design for regeneration, c'est un concept qui est en train d'émerger. Donc ça, c'est vraiment comment appliquer des principes de conception de régénération, ça peut être le biomimétisme, etc., dans la création des produits et services. Le problème avec ça, c'est un peu réducteur pour moi. Moi, je dirais qu'il faut plutôt s'inspirer de Danone et de Marks & Spencer. C'est de voir la régénération comme quelque chose qui va au-delà de votre produit et service. D'ailleurs, quelqu'un m'a posé la question hier, j'ai fait un webinaire avec Financial Times, parce que Decathlon, ils viennent de lancer leur vision 2021, et un des piliers de leur vision, c'est la régénération, hein, écologique et communautaire, sociale, si vous voulez. Alors, c'est vrai qu'il y a le reporter de Financial Times, il dit, mais quand je vais chez Decathlon, j'achète des produits, je ne vois pas la régénération. Elle a raison, même si effectivement, ils vont appliquer ces principes pour créer des produits qui sont plus durables, effectivement. Parce qu'effectivement, la régénération n'est pas uniquement au niveau des produits et services. C'est effectivement le fait que dans les 1000 villes où Decathlon est présent, ils vont autonomiser les managers dans ces magasins de ces 1000 villes-là pour pouvoir effectivement engager les partenaires locaux pour régénérer sur le plan social. Ça peut être aider les personnes seniors, ça peut être créer des opportunités économiques, contribuer à la parité des sexes, par exemple, etc. Donc, il y a plein d'activités qui ont lieu, mais qu'on ne va pas trouver uniquement dans les magasins, quoi. Et ça nécessite, je dirais, un engagement social, des modèles économiques, des modèles de conception d'écosystèmes qui vont bien au-delà de la conception des produits et services. Donc, je dirais que pour moi, l'économie régénératrice, telle que pratiquent les entreprises, ne va pas se limiter uniquement aux fonctions classiques. C'est-à-dire que si on voit l'organigramme de l'entreprise, oui, R&D, opération, marketing, chacune de ces fonctions va pratiquer dans une certaine façon, hein, les principes de l'économie régénératrice. Mais ce que je veux dire, c'est que ça se pratique aussi de façon holistique avec l'engagement des différents acteurs de l'écosystème. Et c'est pour ça que, je peux le dire quand même, ça m'excite, c'est qu'on parlait de l'organigramme. Ben, vous avez entendu parler maintenant, il y a ces nouveaux concepts qui commencent à émerger, dire voilà, avant on parlait design thinking, ok? Mais design thinking finalement, aujourd'hui c'est pratiqué pour ben, pour pour aller engager des consommateurs et ensuite créer des produits. Mais demain, si l'unité d'impact n'est plus le marché et les consommateurs, c'est la société, ben chacune des fonctions, y compris le concept de design, va changer. Donc, on parle maintenant de design for society. On parle de design for the planet. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que finalement, il faut repenser, si vous voulez pratiquer l'économie régénératrice, il faut se poser la question, c'est quoi le purpose de la fonction, par exemple, R&D? C'est quoi le purpose de la fonction supply chain? Ils ne vont pas disparaître, je ne crois pas. On peut continuer à travailler dans ces fonctions-là, mais il faut élargir sa perspective, de dire on n'est plus là pour apporter la valeur uniquement pour les consommateurs. Donc, de la même façon, on dit qu'il faut penser aux parties prenantes et non pas aux actionnaires. Moi, je vois l'autre tropisme qu'il faut transcender, c'est l'idée de consommateur. Il ne faut plus penser consommateur. Vous voyez? Maintenant, il faut dire c'est société, quoi. C'est pour ça que je parle de concept de business to society. Avant, on avait business to consumer ou business to business. Là, on entend parler de ce concept de business to society. Ça veut dire que finalement, ben, toutes ces activités que j'ai dans mon entreprise doivent viser à apporter la valeur à la société et non pas juste aux clients. Navi, je vais laisser Elisabeth conclure. Malheureusement, ça va très vite et il y a beaucoup de questions pour toi. Est-ce que tu accepterais qu'on te les donne et que tu nous fasses une petite vidéo pour répondre et on leur donne en ressources? D'accord, OK. Merci beaucoup. Super. Merci. Et on mettra dans les ressources, évidemment, aussi l'article que tu as écrit pour le MIT, etc., etc. Pas de problème. Super. Bon, ben, merci infiniment, Navi. Merci Ça beaucoup, ouvre bon des courage. perspectives très riches, y compris en B2B, ce qui n'est pas toujours
le cas. On parle souvent sur l'innovation du B2C et là, je suis ravie qu'on ait Ah pas ben, mal de pistes. on a un gros défi sur le carbone d'ailleurs. On a pas mal ici, de défis dans en B2B, donc c'est très bien. Exactement. Exactement. Alors maintenant, je pense qu'on va prendre 10 secondes pour charger la présentation d'Anne. Merci Navi. Ça 10 secondes pour, en plus, on a bien entendu, vous aviez envie de vous poser un petit peu entre deux intervenants, donc n'hésitez pas à prendre des notes. Et on revient.